Bonjour à tous et bonjour à toutes encore une fois. Nous voici dans la deuxième partie de notre exposé sur le fonctionnement du processeur. Voilà, nous vous disons merci pour ceux-là qui y ont écouté la première partie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas d'ajouter un pouce bleu, ok, j'aime, même un commentaire. Voilà, nous voici dans la deuxième partie, l'exposé sur le processeur. Nous allons voir le troisième point qui est la structure physique d'un processeur. L'un des composants les plus importants de l'ordinateur, les processeurs n'est rien d'autre qu'un ensemble d'interrupteurs et de condensateurs. Ces interrupteurs sont associés aux condensateurs. Il faut deux interrupteurs pour un condensateur, car les deux interrupteurs contrôlent l'état du condensateur pour l'alimentation en courant électrique. Avec ces deux interrupteurs, il y a un interrupteur pour charger le courant, c'est-à-dire pour mettre les courants en marche, et un autre interrupteur pour décharger le courant. Donc, dans ces cas, ce qui fait que le condensateur a des états possibles. Soit il est chargé, soit il est déchargé. En matière de calcul, on représente l'état du condensateur par 1 ou 0. Chaque état représente ce qu'on appelle un bit. Le bit est l'unité le plus simple dans le système binaire. Par là, nous disons que le processeur ne reconnaît rien d'autre que deux chiffres 0 et 1. 0 veut dire le courant ne passe pas et 1 veut dire le courant passe. On peut se poser des questions. Tu as des questions de savoir comment donner les instructions au processeur tant qu'il connaît que deux chiffres 0 et 1. Dans les cours de programmation, nous avions tous étudié, il y a ce qu'on appelle classification des langages de programmation. Nous avons la classification à haut niveau et la classification à bas niveau. La classification à haut niveau, nous allons un peu insérer ceci pour donner une petite idée, montrer comment les processeurs peuvent parvenir à comprendre les exécutions qu'il doit exécuter ou les instructions qu'il doit exécuter. Oui, il est parlé dans le cours de programmation pour les débutants, pour ceux-là qui veulent continuer avec notre programme. Nous allons encore lancer un cours sur la programmation, montrer comment ça se fait, l'initiation à la programmation. Et voilà, dans le cours de programmation, il est dit là-bas il y a deux classifications des langages de programmation. Nous avons le langage à haut niveau et le langage à bas niveau. Le langage à haut niveau, ce n'est rien d'autre que le langage le plus proche du langage humain. Parmi eux ensuite, le basique, le Java, le Pascal, le C#, le C++, le C. Bon, ce sont là le langage de programmation qui permet à l'homme, qui permet à un être humain de saisir le code. De saisir le code que seul l'être humain va comprendre. Tandis que le langage à bas niveau, c'est le langage le plus proche de la machine que de l'homme. Il regroupe le langage machine et le langage d'assemblage. Nous allons le voir dans la programmation, dans le cours de langage de programmation. Voilà. Pour que le processeur comprenne, nous avons inséré cette idée. Vous allez voir là où on va aboutir. Pour que le processeur comprenne les codes saisis, il faut un programme que le programmeur doit utiliser pour exécuter les instructions. Ce programme est écrit par un programmeur et ce code saisi doit être traduit en chiffres 0 à 1 pour permettre au processeur de les comprendre. Le programmeur utilise les lettres, des chiffres, des symboles pour écrire son programme. Et pour que le processeur exécute ces programmes, il a besoin des programmes qu'on appelle compilateurs. Le compilateur, c'est en quelque sorte le traducteur.
C'est le compilateur qui va permettre au processeur de comprendre les codes saisis par le programmeur et les traduire dans le système binaire afin de l'exécuter. C'est un peu ça. Le quatrième point, on doit voir l'architecture d'un processeur. Le processeur est composé de plusieurs éléments. Vous allez nous supporter de la manière dont nous l'avons classé. Nous avons pris le premier élément qui est l'unité arithmétique et logique, ou UAL. C'est l'unité de calcul qui gère ce qui porte sur le nombre entier et elle réalise les opérations mathématiques, multiplication, division, soustraction, addition, et aussi les opérations logiques, supérieures, inférieures, différences, tout ça égal. C'est ce que l'unité arithmétique et logique effectue, réalise. Nous avons le Floating Point Unit ou la FPU et l'unité de traitement de nombres à virgule, aussi appelé nombre flottant. Nous avons le décaleur. Le décaleur, il est le spécialiste des divisions et multiplications par deux. Et son rôle est de décaler les bits vers le gauche ou la droite. Nous avons le registre, le registre plutôt. Le registre comprend une mémoire très rapide qui lui permet de stocker le résultat temporaire ou des informations des commandes. Un registre est une petite mémoire de la taille raisonnable variante généralement de 32 à 128 bits. Les registres sont utilisés tout le temps. Ils sont donc très importants. Une instruction peut faire appel au registre. L'avantage est que ce type d'opération est beaucoup plus rapide que de faire appel à la mémoire vive. Le registre étant interne au processeur, contrairement à la mémoire vive. Nous avons les circuits des données. Les circuits des données, son rôle est d'acheminer les données provenant de l'UAL, l'unité arithmétique et logique, vers le registre. Nous avons le MMI. Le MMI, mémoire des micro-instructions. Cette zone du processeur contient toutes les instructions nécessaires à celui-ci pour comprendre les instructions du langage machine, comme nous l'avions cité là-haut. Nous avons le séquenceur. Cet organe traduit les instructions compliquées en instructions simples pour permettre au processeur de traiter les données ou les instructions. Nous avons l'unité de gestion et des instructions. Elle recueille les instructions données, les décode, puis les envoie à l'unité d'exécution. Nous avons l'unité d'exécution. Voilà. Son rôle est d'exécuter les tâches que lui y a envoyées. Oui, son rôle est d'exécuter les tâches que lui a envoyé l'unité d'instruction. Enfin, nous avons l'unité des bus. L'unité de jonction des bus. L'unité de jonction des bus, elle permet de gérer les informations entrantes et sortantes. Tous ces éléments du processeur cités ci haut sont reliés entre eux par la connexion appelée bus. Ceci permettant les échanges des données entre les différentes parties du processeur, et on en distingue trois qui sont le bus de données, le bus d'adresse et le bus de commande. Vous comprenez par là, je dis. Le calcul effectué par un processeur dépend de ce qu'on appelle horloge. L'horloge qui détermine le nombre d'impulsions par seconde. Ce nombre d'impulsions par seconde est mesuré à ce qu'on appelle Hertz. Si vous entendez parler d'un processeur qui a 1 MHz
de vitesse, ça signifie qu'il a 1 million d'impulsions par seconde. 1 GHz signifie 1 milliard d'impulsions par seconde. Plus le nombre d'hertz est plus grand, plus le processeur est plus rapide pour effectuer le calcul. Quand vous achetez un processeur, il faut voir l'état de l'horloge, c'est-à-dire la vitesse de processeur qui est exprimée en hertz. Donc la fréquence d'un processeur s'exprime en hertz. Nous avons les kilohertz, mégahertz, gigahertz. Mais pour le moment, nous n'avons plus le processeur de kilohertz. Nous sommes partis, nous avons quitté des 740 kHz à voire même 5, 4, 3 gigas. La fréquence du processeur est importante, car c'est elle qui détermine la vitesse à laquelle il fonctionne. Il désigne le nombre d'opérations que votre processeur est capable d'effectuer en une seconde. Qui par exemple, si un processeur a la fréquence de 3 GHz, il peut alors effectuer 3 milliards d'opérations par seconde. Si votre processeur a 4 Go, la fréquence de 4 GHz, il peut aussi effectuer 4 milliards d'opérations par seconde. Donc le processeur traite le programme en chargeant les instructions depuis la mémoire et en les exécutant les uns après les autres. Nous avons beaucoup bavardé sur les mots instruction. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qu'une instruction? En informatique, on appelle ça une instruction machine. En informatique, une instruction machine est une opération élémentaire qu'un programme demande à un processeur d'effectuer. C'est l'ordre le plus basique que peut comprendre un ordinateur et c'est déjà programmé dans chaque processeur. La collection d'instructions machines qui peuvent être données à un processeur est son jet d'instructions. Les instructions machines sont codées en binaire. Et qu'est-ce qu'un jeu d'instructions? C'est l'ensemble des instructions machines qu'un processeur peut exécuter. Le seul jeu d'instructions que nous connaissons pour le processeur Intel est x86 et x64. Bon, je vais vous donner l'exemple terre à terre pour comprendre le jeu d'instructions. Vous fabriquez votre robot et vous lui donnez ces genres de jeux d'instructions. Lève-toi, marche, assois-toi, lève-toi, marche, arrête-toi, lève-toi, marche. Donc c'est ça le jeu d'instructions. Ça on peut l'appeler les jeux d'instructions humains que vous avez donné à votre robot. Donc votre robot doit exécuter que ces jeux d'instructions que toi tu lui as donné. Il ne peut pas exécuter d'autres jeux d'instructions qui n'est pas dans la base des données. Je sais par là vous comprenez ce qu'on appelle jeu d'instructions. Le cinquième point qui est le traitement des données. En résumé, prenons par exemple le traitement des textes avec les Microsoft Word. Quand vous voulez exécuter un programme, vous cliquez sur le programme, le processeur va dire au disque dur de lui donner les données du programme. Car le programme du Microsoft est sauvegardé sur les disques durs. Et le processeur prend ces programmes, ces données, et les stocke dans la RAM. Une fois les données dans la RAM, directement les données vont passer à la carte graphique pour que... Et qui va faire passer les données à la carte graphique? C'est le processeur. Pour que nous voyons les données qui est ouvertes. Et là, le processeur commence à traiter. Et quand il les traite, il prend ces mêmes informations traitées. Directement, nous les voyons devant l'écran. C'est la carte graphique qui nous permet de voir les données ouvertes
à l'écran. Le processeur communique en même temps avec la mémoire RAM, en même temps avec la carte graphique quand il est en train de trader. Lorsqu'un processeur a besoin de lire les données, il va d'abord regarder si celui-ci se trouve dans la mémoire cache ou pas. La mémoire cache permet de stocker les données le plus fréquemment demandées par les processeurs. Et cette mémoire est l'intermédiaire entre le processeur et la mémoire RAM. Par là, on comprend que la mémoire cache est une mémoire très rapide qui stocke les données. Si les données s'y trouvent, on parle des succès du cache. Dans les cas contraires, on parle de l'échec des caches. Les données sont placées en mémoire cache à partir de la mémoire vive. Merci à ceux qui nous ont suivis partout ailleurs dans le monde entier. Nous vous disons sincèrement merci. Merci pour tout. Nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de notre exposé. Nous vous promettons encore que nous allons lancer la troisième partie qui va encore faire la suite de notre exposé. Ça va, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu. N'oubliez pas de faire un commentaire, de nous montrer là où il y a des petites erreurs pour que nous puissions corriger. Voilà, c'est William Tito qui est votre chaîne de tout le temps. Nous vous disons merci et toutes les bonnes choses à vous. Ciao.